cette jolie dodoche que je vous propose de découvrir avec moi le temps d'un week-end les magnifiques paysages du Perche pour ces nouvelles échappées belges. On commence ce voyage au sommet du magnifique château Saint-Jean à Nogent-le-Rotrou, admirer un peu le panorama. Alors, est-ce que vous connaissez bien le Perche? Pour vous situer, c'est entre la Normandie et les Pays de la Loire, entre l'Orne et l'Eure-et-Loire. C'est une ancienne province historique devenue une très belle région naturelle que nous allons découvrir ensemble. Alors, je préfère vous prévenir, de temps en temps, nous allons dépasser les limites du Perche, mais pour mieux y revenir, allez, on profite encore un petit peu de la vue et après on file parce qu'on a un peu de route. Le Perche, c'est une région particulière. S'envoyer en l'air dans le Perche, c'est vraiment le meilleur endroit possible pour voir le Perche. C'est parti! Où l'on cultive encore la générosité. Tu vois, Sophie, tu es vraiment venue à la belle période parce que les poires arrivent à maturité. Maintenant, je boirai du poiré. Les gens ici sont des très bons vivants. Ils aiment la bonne gastronomie. Le boudin devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et où l'on a su garder les pieds sur terre. Oh, Sophie, regarde ce que tu as au pied. Un bolet. En effet, c'est vrai qu'on fait un voyage dans le temps là, dans ton atelier. On me pose souvent la question, savoir si demain je vais partir à Los Angeles pour aller exposer, pour vivre tout ça. Non, moi j'irai là-bas de temps en temps pour faire ce que je sais faire, mais non, sinon moi je reste dans le Perche. Dans le Perche, on est fier de ses racines. Quand on rentre dans cette forêt, on peut ressentir presque la même émotion que quand on rentre dans une cathédrale. C'est un métier physique, c'est vrai. C'est dur pour les chevaux, c'est dur pour les gens, mais on aime quand même ce métier. Donc on doit être un peu fou peut-être. Et de son patrimoine. Dans la région, autour du Haras du Pin, il y a un peu plus de 15 000 chevaux, avec beaucoup d'élevage. On voit vraiment la différence. Alcool sorti d'alambic, alcool, 28 ans de vieillissement. Nous, c'est notre terrain de jeu toute l'année. On est percherons et l'hiver, on est chasseurs et percherons, ça va ensemble. Une échappée en France, dans le Perche. Sophie, j'arrive! Salut Pierre-Yves! Salut Sophie! Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Je suis très heureuse de te retrouver ici à Mortagne-au-Perche. Tu lis la presse locale, les nouvelles sont bonnes? Tout va bien. Tout va bien. Toujours bien dans le Perche. Alors pour moi, le Perche, c'est vraiment le symbole d'un territoire vert. Ici, tu sais, tu es au cœur de la Normandie. C'est le début des vallées, des forêts. Tu vas voir des cours d'eau. C'est magnifique. C'est très vert et c'est superbe. Alors ici, on n'est pas dans ton fief, c'est pas ici que tu as élu domicile, c'est juste à côté. Mais pourquoi tu voulais qu'on se retrouve ici à Mortagne-au-Perche? Je t'ai donné rendez-vous ici parce que c'est une ville superbe, sur le plan architectural tout d'abord. Et c'est une des 3 capitales historiques du Perche, avec Bellem et Nogent. Parce qu'ici, au 18e, on produisait du lin. Et c'est une ville de drapiers, de riches commerçants qui ont fait construire de superbes hôtels particuliers 18e. C'est superbe. Allez, c'est parti. Très élégant, ces petites ruelles de la vieille ville de Mortagne. Mais tu vois, Sophie, ici, on est vraiment au cœur du centre historique de Mortagne. Et tu remarqueras les décrochés de toiture, les tuiles qui sont en terre cuite et associées à la chaux, les enduits à la chaux, qui sont très caractéristiques du Perche. Alors Pierre-Yves, raconte-moi comment un petit gars du Jura, un bon jurassien, est arrivé ici dans le Perche. Tu sais, c'est le fruit du hasard, en fait. On a cherché partout en France, même à l'étranger, pour s'installer, parce que l'idée vraiment initiale, c'était d'ouvrir une maison d'hôtes. Et puis, on est
tomber sous le charme, tu vois, quand tu vois ces pierres, quand tu vois ces maisons, quand tu vois surtout ces collines, ces paysages, on avait envie de se mettre au vert. Et toi, tu avais quand même déjà une passion pour l'architecture, pour la décoration en général. Ben, moi, c'est mon métier, tu sais, je suis architecte d'intérieur, designer, donc c'est vrai que je ne pouvais être que séduit par cet univers, cet environnement qui est absolument magnifique. Alors tu vois Sophie, ici à Mortagne, il faut oser pousser les portes. Derrière se cache le véritable petit trésor. Et là tu découvres le cloître Saint-François, magnifique cloître du XVIe siècle. Que c'est beau. Qui est un des plus vieux et des plus beaux de l'Orne. Ah ouais, vraiment. Très caractéristique du Perche. Ouais. Et tout ça, cette architecture que tu vois là, tout autour de nous, ce magnifique cloître, est dû à Marguerite de Lorraine. Alors rappelle-moi, qui était Marguerite de Lorraine? C'était la comtesse du Perche. Ouais. À la mort de son mari, elle a décidé de se retirer au couvent. Et elle a construit donc ce cloître et surtout cet hôpital, qui est vraiment à l'origine de l'hôpital de Mortagne-au-Perche. Voilà, Saint-Marc. Et nous sommes arrivés. Et ben voilà Sophie, bienvenue à la maison d'Hector. Qu'est-ce que c'est beau! C'est ce qu'on appelle une longère, c'est ça? Absolument Sophie, tu vois, c'est la longère percheronne, avec la pierre blanche en parement de fenêtres et de portes, la terre cuite pour les tuiles sur le toit, et puis bien sûr, les enduits à la chaux. J'ai hâte que tu me fasses découvrir ta maison. Bah écoute, avec plaisir, on va y aller. Tu prends ton sac? Allez. Allez, c'est parti. Hector, viens vite. Allez, viens vite, mon loulou. Allez, on y va. Oh oui, tu m'accompagnes. Tu es gentil, ça. Allez. Le Perche est un territoire de bocage, aux collines boisées qui laissent entrevoir de robustes manoirs et des fermes isolées. Ces paysages sont le terrain de jeu de David Commenchal, un photographe breton qui a posé ses valises dans la région. Ah, là, on est vraiment sur un super paysage du Perche. On a tout devant nous, hein. On a à la fois la forêt, le bâti avec la petite maison dans la prairie, et puis là, un super spécimen de trogne. C'est un arbre qu'on laissait sur pied et qu'on coupait au fur et à mesure pour se chauffer, pour les branches. Mais elle est encore très graphique, on dirait de l'art brut, façonné par la main de l'homme et fini par la nature elle-même. Ah ouais, c'est royal. On peut voir les détails, c'est comme si on prenait un ancêtre en photo, un ancêtre végétal. Et puis là, avec cette lumière du petit matin, ça va embellir vraiment le paysage. Une nature généreuse. Bon là, on a vraiment une identité paysagère à du Perche, hein. Et une tranquillité qui suscite la créativité. Le grand point, c'est la nature. C'est encore un territoire qui est très naturel, qui est peu peuplé. Finalement, il y a peu d'habitants au kilomètre carré. Donc on peut être sur des chemins de randonnée sans rencontrer personne. Donc ça, c'est très agréable, ce côté de solitude, de se retrouver en pensée. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le Perche. Et vraiment, je m'y sens bien. Et je ne vais pas changer de territoire maintenant, hein. Le photographe, qui a déjà publié plusieurs ouvrages sur le Perche, sillonne ses chemins vallonnés et part à la rencontre de ses habitants. Les meilleurs ambassadeurs de ce petit coin de Normandie. Attends. Ah, reste là. Ah, super. Bon Bernard, je peux te photographier avec tes chevaux? Ah ouais, comme ça. Ah ouais, super. Là, tu me regardes, Bernard? Ah, royal. Regarde-moi bien. Le sourire. Ok, super. Les chevaux, c'est l'emblème du territoire. Et c'est la fierté des habitants, hein. Donc c'est vraiment puissance, placidité, gentillesse, courage. Enfin, on peut lui attribuer plein de valeurs. Bon bah Bernard, merci de ton accueil et puis bonne continuation, hein. Prochaine fois. Ok, une prochaine fois.
La forêt est aussi une bonne source d'inspiration. D'habitude, on a des souches qui sont un peu pourries, moisies, le bois s'en va, alors que là, on a totalement quelque chose de graphique, on dirait de la lave. C'est encore de l'art brut façonné par la forêt, par l'environnement. Ça, c'est les trésors des promenades. Pour le photographe, c'est un cadeau. Là, on est en forêt de Bellem, près du chêne de l'école. C'est un chêne qui a plusieurs centaines d'années, il a 350 ans. Donc il a des mensurations exceptionnelles, hein. 42 mètres de hauteur, plus de 4 mètres de circonférence. C'est un très très beau spécimen. Une forêt qui change de couleur au fil des saisons, offrant au photographe un tableau vivant de la nature avec son camailleux de rouge et de jaunes étincelants. Une fois rentré chez lui, David parcourt son catalogue de photos. Bon, c'était une bonne moisson photographique ce matin hein, pour compléter ma collection automne sur mes collections 4 saisons. Donc là, ça c'est des vues d'automne et ça va vraiment tomber à point pour compléter ce type d'image. Là aussi, un reflet typique sur un bord de rivière. Et celle-ci aussi, une belle longère percheronne. C'était un trip en montgolfière. Et justement, en fin d'après-midi, David a prévu de s'envoler une nouvelle fois. Bonjour Mickaël, comment ça va? Ça va bien depuis le temps. Oui, bon, reparti pour de nouvelles aventures. Oui, on vole au-dessus du Perche. Dans une autre saison, avec une autre lumière. Une revue spécialisée qui prépare un numéro sur les châteaux du Perche lui a commandé une série de paysages aériens. Bon, les ombres sont belles hein, là aussi, au sol. S'envoyer en l'air dans le Perche, c'est vraiment le meilleur endroit possible pour voir le Perche. Hein. On a à la fois la forêt, le bocage et le bâti, donc on ne peut pas rêver mieux, et tout ça sur la même image, sur le même plan. En étant sur la canopée, sur la cime des arbres, comme ça, en naviguant, littéralement au-dessus de la forêt de Bellem, on voit que c'est une forêt qui est diversifiée au niveau des essences quand même. Il n'y a pas que des chênes et c'est pas une forêt rectiligne avec des carrés. Donc on voit que c'est dense, touffu, un peu irrégulier. Et là, c'est une véritable mer d'arbres, hein, avec des vagues et le silence. Ouais. Le Perche, il s'apprécie quand même tout en douceur et en méditation, on peut dire. La beauté d'une région qui prend toute sa dimension vue du ciel et se dévoile sous un nouveau jour. Le philosophe portanier Alain disait, je crois, « Je suis percheron, donc autre que normand. Ayant quelque peu fréquenté la Normandie avant de m'installer dans le Perche, je suis toujours frappé de la différence palpable entre les deux bocages. » Pierre-Yves ? Je te dérange? Mais non, pas du tout. Je peux rentrer? Découvre mon atelier. C'est beau, mais c'est magnifique ce que tu fais. Bah là, je suis en cours de création. Entre jonquilles et morilles? Ah bah tu sais, moi je vais au jardin, ouais. Je cueille, je ramasse, je mets en vase et j'étudie. Et c'est très intéressant de s'arrêter à un moment donné, de poser son regard et puis de détailler, d'aller chercher les couleurs. Il y a des nuances incroyables et tout ça. Et ça, c'est une passion. Et ça t'est venu comment, cette idée de te servir comme ça de papier un peu ancien pour ces illustrations? Bah, tu sais, le Perche, on est vraiment sur un territoire où il y a énormément de brocantes. Donc, on se balade, et puis en se baladant, j'ai découvert plein de livres anciens. Et ça m'a donné l'idée de travailler sur ces papiers somptueux, parce que comme tu le vois, je travaille à l'eau. C'est de la gouache, donc il demande un support qui puisse absorber l'eau. Tu permets que je regarde les autres tableaux? Ouais, vas-y. Il y a des petites bêtes, alors tu ne dessines pas que le règne végétal, hein, tu dessines aussi le règne animal? Ben, tu sais, c'est les petites bêtes du jardin, en fait. Hein. Donc, tu as une petite belette, voilà, un petit loir. D'accord. Ah, ça, c'est très beau.
Ouais, ben ça c'est des fleurs de potiron. Ah oui. À chaque fois, tu es sur du papier ancien. Écoute, merci de m'avoir permis d'entrer dans ton antre secret, dans ton atelier. Alors là, Sophie, je t'ai organisé une petite surprise. Ouais, c'est gentil, ça. Bah Sophie, tu vois, voilà ma petite surprise. Bonjour. Bonjour. Sophie, enchantée. Sophie. Salut Thierry. Thierry. En effet, c'est vrai qu'on fait un voyage dans le temps, là, dans ton atelier. Et voilà les belles girouettes que tu réalises. Parce qu'une girouette, ça rend beaucoup de services, hein. De ne pas perdre le nord. Et, entre autres, hein, et elle permet aussi de savoir le temps qu'il va faire dans les jours à venir. Ce sont les Normands, ce sont les Vikings qui ont inventé les girouettes. Et tout partout où ils sont passés, ils ont remonté les fleuves. Ils ont remonté la Seine, ils ont remonté la Loire, ils ont remonté le Rhin. Et tout partout où ils sont passés, ils ont imprimé l'esprit des gens de par la girouette. Ça, c'est une reproduction d'une girouette viking du 8e siècle. Et voilà, ils avaient ce type de girouette qu'ils plaçaient sur le haut des mâts des dracars. Et la fonction première de cette girouette-là ancienne, c'était quoi alors? C'était pour naviguer, c'était pour connaître le sens du vent. Alors raconte-moi, comment tu fais une girouette? Eh bien, on part d'une tôle. Ouais. Les tôles sont placées là, voilà. Ouais. Alors cette tôle-là, tu prends une scie, tu fais ta découpe. Et Sophie, je te rappelle que c'est un atelier sans électricité. Oui. Donc Thierry fait tout à la main. Oh là, extraordinaire comme métier. Une girouette doit raconter une histoire. Quand on s'arrête au pied d'un bâtiment et qu'on aperçoit une girouette, il doit y avoir une lecture. Là, pour celle-ci, c'est une de chevaux qui m'a été demandée, une de chevaux des années 50. Il fallait représenter la Normandie. Pour représenter la Normandie, on a représenté un pommier avec ses pommes. Une de chevaux bien particulière sur une année bien particulière. Donc, c'est une 1959-1960. Et puis la famille, le grand-père, le fils et la petite-fille, et le petit chien qu'il a fallu représenter, ou comme celle-ci. Tu vois un peu la finesse du détail, c'est extraordinaire. Regarde comme c'est beau là, les plants de tomates, l'oiseau, c'est tellement fin, tellement délicat. Et tu vois tous ces détails, en fait, sur le ciel, on les voit bien, hein, parfaitement depuis le. C'est l'avantage du laiton, c'est qu'en vieillissant, il devient marron foncé, donc tous les détails vont apparaître. Moi, si je te dis voyage, découverte, rencontre, tu serais capable de me réaliser une girouette? Oui, je vais y réfléchir. Ravie de t'avoir rencontré, j'espère qu'on se revoit bientôt. Hein. Merci Thierry, à bientôt. Hein. Au revoir. Salut. Au revoir. Sur les routes du Perche, son véhicule étrange ne passe jamais inaperçu. Jean-Baptiste Olivier est distillateur ambulant. Avec son alambic mobile, datant de 1948, il rend visite aux producteurs de cidre de la région pour élaborer leur calvados. Une histoire qui a presque commencé par hasard. J'ai vu un article dans le journal par lequel l'ancien propriétaire voulait trouver un repreneur pour sa clientèle et son alambic. C'est quelqu'un qui a arrêté son activité parce qu'il arrivait à l'âge de la retraite. Et il voulait absolument trouver quelqu'un d'itinérant pour le remplacer. Jean-Baptiste se forme auprès de lui, décidé à reprendre le flambeau. Aujourd'hui, il en est à sa 14e année. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, celle-là, elle n'a pas eu de cidre l'année dernière. Peut-être la faire. On va en mettre un peu dans chaque. Pour le remettre. Contrairement aux idées reçues, le calvados n'est pas obtenu à partir des pommes directement, mais par la distillation du cidre. À l'intérieur, il y avait le tonneau. Donc j'ai pris le cidre qui était dedans. Je l'ai monté avec ma pompe jusque dans le bac qui est là-haut. Le cidre passe alors dans plusieurs tuyaux de l'alambic. Chauffé à 100 degrés, une partie est évacuée sous forme de vapeur. Le reste se transforme en calvados. Ah, c'est bon, ça va démarrer. Ça va prendre presque 1 heure avant de commencer à distiller. Une douce odeur de cidre tiède qui embaumait autrefois la campagne normande. À l'époque, le métier de distillateur ambulant est assez répandu. Aujourd'hui, le nombre de pommiers a bien baissé. Et Jean-Baptiste est le dernier à exercer le métier dans le Perche. Ça va? Comment vas-tu?
Bien et toi? Alors qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille dans le coin souvent. Ah, tu travailles dans le coin. C'est très bien que des jeunes reprennent les activités des anciens, parce que c'est pas commun. Et comme ça nous permet de boire un peu d'eau de vie, du bon cidre, et voilà. C'est un plaisir de venir dans les fermes et de discuter avec les gens. On échange sur le passé, le présent. Au bout d'une heure d'un long processus, le précieux breuvage s'écoule enfin. Pas plus de 10 litres par récoltant et par an, c'est la loi. On a le résultat de la distillation de cette année. Une production souvent pour la consommation personnelle. Merci. De rien. Pas le temps de traîner, Jean-Baptiste a plus de 350 clients à visiter durant la saison qui dure de juillet à décembre. Un agenda bien rempli. Les gens me connaissent, donc ils transmettent mes coordonnées à d'autres, et puis c'est le bouche à oreille qui fait mon carnet d'adresse. Ça va? Ça va, oui, très bien, toi aussi? Ce savoir-faire devenu très rare, c'est à Adrien Piogier qu'il le doit, l'ancien propriétaire de l'Alambic qui lui rend visite à chaque saison. Passer par là, je suis venu te faire un petit coucou. Voilà. Ça revoir vos anciens clients. Oui, puis voir mon Alambic un peu, je vois qu'elle est toujours aussi belle, ça se passe bien. À 20 ans... Avec les années, une relation s'est nouée entre l'ancien maître et l'élève autour de l'Alambic. Tiens, tu vois, quand je l'ai acheté, celle-là que tu as, la voilà. Ah oui, quand même. Et je l'ai toute retapée. Hein, du carton, du fil de fer, des tôles de misère. C'était le hasard. Les petits taux, ça coule toujours un peu. Ça. Là, elle fonctionne bien quand elle est comme ça. Ouais. C'est pas évident de trouver quelqu'un qui veut reprendre ce métier-là. Je suis content d'avoir repassé ça à un jeune et puis que ça va bien. Il tomberait malade et puis il aurait besoin que je marche quand c'est en pleine saison. Je viendrai y aider. J'arriverai encore à faire, même que j'ai 80. J'aime bien passer, puis j'aime bien le voir. Oui, puis on se voit souvent, il vient me boire. Oui. La tournée du bouilleur ambulant se poursuit. Avec 12 hectares de vergers et près de 36 variétés de pommes, Jean-François Leroux est l'un des clients les plus importants du distillateur. Et même avec le café, merci. Oui, tradition oblige, le Calvados n'est jamais très loin. Ça donne un petit goût de noisette, non? Ça donne un petit goût de noisette, ouais. C'est une façon de consommer le café. Là, on est en train de faire un futur vieux Calvados. Pour l'instant, et on sent déjà, vous voyez l'ambiance qu'il y a, les arômes qu'il peut y avoir dans la cour, là. C'est un moment assez magique quand même. C'est toujours l'aboutissement d'un long processus, parce qu'entre le moment où on plante le pommier et le moment où on distille et on obtient le Calvados, et c'est quand même passé pas mal de temps, pas mal d'étapes. Allez, on goûte. Puis vient le verdict. Donc là, on voit vraiment la différence, hein. Alcool sorti d'Alambic, alcool, 28 ans de vieillissement. Mais bon, on peut avoir cette couleur-là très rapidement, hein. La couleur n'est pas forcément un indicateur, hein, mais par contre, l'indicateur, c'est le nez, ça c'est sûr, et la bouche. Bon, bah allez. Santé. Merci, encore une saison de fête. Et puis bah, on verra l'année prochaine. Et puis on verra l'an prochain, allez. Le Perche, il n'y a pas que le cidre et le Calvados, même si on aime ça quand même, il y a un peu de musique quand même. La journée du distillateur ambulant touche à sa fin. Dès le lendemain, il faudra reprendre la route entre verger et bocage pour perpétuer la tradition. Ceintures sont bouclées. Oui. Voilà, donc là je fais demi-tour, je vais m'aligner sur la piste, hein, sur l'axe de piste. Là c'est parti. Redécollage, on y va. Allez, je lâche les freins. C'est parti, donc ça fait un peu de bruit. L'indicateur de vitesse commence à décoller. Voilà, il a envie d'y aller. C'est parti. Le nez se met dans le lit du vent, voilà, hein, sur la gauche.
Et voilà, on sent le sol qui s'éloigne. C'est extraordinaire, hein? Exactement. Je peux toucher les commandes? Tu peux toucher les commandes. Hein? Pour ressentir la sensation. Ah non, non, mais toi, les attends, regarde les mains, toi. Ma blague. Voilà. Donc là, bon, on va se diriger vers Soligny-la-Trappe. D'accord. On commence à voir là-bas, tu vois, à 1h. Alors quand je dis 1h, on imagine qu'on est sur une montre, midi, 1h, 2h. Très bien, voilà. Comme si j'avais un cadran d'une montre, donc 1h c'est par là. Mais quand j'étais pilote de chasse, c'est un code qu'on a utilisé entre nous. Attention, il y a 2 mirages à 2h hauts, dangereux qui arrivent. Enfin voilà quoi. Ça alors raconte-moi, tu as volé à bord des Mirages? Eh bien 19 ans, j'ai fait 19 ans sur Mirage et jamais blasé, toujours étonné par ce Mirage 2000. Un rêve de gamin que j'ai pu réaliser quoi. Quand tu ne voles pas, qu'est-ce que tu fais? Eh bien écoute, j'avais un autre rêve d'enfant, c'était d'être agriculteur. Ah oui? Et donc maintenant, je travaille dans une ferme céréalière au nord de Chartres. Donc je fais de l'agriculture. Quand je vais au travail le matin, je suis heureux quoi. Je vois des chevreuils, des lapins, je vois des oiseaux, tout un tas de choses. Ouais. Vraiment, c'est une chance formidable que j'ai de pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'on a là sur notre droite? Soligny-la-Trappe. L'abbaye de Soligny-la-Trappe, donc un des lieux touristiques assez importants du coin, du Perche. Qu'est-ce qui t'a fait choisir toi cette région, toi qui es un jeune retraité? J'avais une maison secondaire donc dans la région et que j'adorais venir le week-end ici, c'est agréable. Je découvre encore petit à petit. Tu peux voir sur notre droite la basilique de la chapelle Montligeon. Je vais y aller, figure-toi, j'ai prévu d'y aller. Ah, ouais. Je vais serrer un peu le virage, je vais la cacher avec mon aile. Voilà, mais ça passe, voilà, tu verras. C'est un avion maniable, voilà. Sous cet angle-là, on la voit très bien. Ah, c'est très beau. Elle est magnifique. On voit les jardins, tu vois, tous les bâtiments autour, les bâtiments ouvriers. Ah là là, merci de me permettre de vivre ça, j'ai une chance incroyable. Hein. Oh là là, j'ai l'impression que c'est moi qui fais atterrir l'avion. Oh! Voilà, ça y est, il s'est posé. Ouais. Allez, après le Cessna, je vais retrouver ma dodoche. Merci pour tout, Denis. Mais merci rien, beaucoup. ce fut un plaisir. Merci, plaisir partagé. Sophie, j'arrive. Là, j'ai un peu les jambes qui tremblent là, quand même. Laetitia? Ah, tu es là. Sophie. Je m'accroche à toi pour t'embrasser. On est haut, hein. Oh là, on est à 35 mètres de hauteur à peu près. On a une des plus belles vues sur le Perche qui puisse exister. Et donc, il faut profiter des travaux et de l'échafaudage, ça c'est sûr. Alors là, il y a différents corps de métiers qui travaillent sur ce chantier de restauration de la basilique. Oui, c'est ça. Donc moi, je m'occupe des sculptures, puisque je suis restauratrice de sculptures. Et je travaille également avec des couvreurs, des maçons qui sont en dessous. Les ardoises sont taillées une par une, calibrées, etc. Le chantier a commencé l'année dernière et devrait s'étaler sur une dizaine d'années. Alors je vois derrière nous des statues qui m'ont l'air d'être restaurées, qui sont finies. Oui, oui, celles-ci sont terminées. Tu peux voir la différence avec celles qui sont sur la nef et qui ne sont pas encore restaurées. Elles sont recouvertes de lichen. Mais le plus beau, c'est de voir Saint-Odilon, qui est la sculpture la plus haute et qui se trouve sur le haut du pignon. Et là, on est à 40 mètres. Tu vas me présenter Saint-Odilon. Voilà. C'est par là? Voilà, on y va. Voilà, bienvenue. Merci, mais c'est extraordinaire d'être ici. C'est magnifique ici, c'est la plus belle vue du chantier. Là là. Merci de me faire vivre ça, Laetitia, vraiment. Oh là là, et puis alors là, je suis si proche de cette statue. Voilà, donc là on est sur Saint-Odilon, qui est assez amusant parce que tu vois, il tient des flammes dans sa main et dedans il y a 3 damnés qui sont en train de se plaindre a priori. Je vois que tu as déjà bien commencé tes travaux de restauration. Oui, alors celui-ci était particulièrement recouvert de lichen, mais particulièrement à tel point que les damnés, on ne les voyait plus. Comment tu les nettoies justement? Alors tu vois, avec mon petit scalpel. Ok, tu grattes. Je gratte. Mais quel travail de patience! Et oui.
Et là, t'en as restauré combien? J'en ai restauré 5 sur ce côté-ci et 5 de l'autre côté. Quel boulot, dis donc. Toi, tu prends conscience de la chance que tu as d'être ici? Tous les jours. Ouais. Pour quelqu'un comme moi, avec le métier que je fais, avoir la chance de travailler sur ces sculptures, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis du Perche, je suis née dans le Perche et j'y travaille, c'est une chance et j'adore cette région. Et la basilique de Montligeon, c'est vraiment un endroit emblématique. C'est vraiment le grand œuvre de l'abbé Buguet qui souhaitait... Qui a conçu ce projet pour redonner du travail aux gens de la région. C'était quand même un abbé très visionnaire. Très visionnaire, vraiment, oui. C'était le catholicisme social. Ah ouais, vraiment. Ouais. Je te propose qu'on redescende. Ok, Saint-Odilon, mes amitiés. Hein. Je voudrais sourire un peu, Saint-Odilon. Ah, c'est quand même un édifice religieux absolument magnifique. Et puis elle est très lumineuse. Ouais. Les vitraux ont été posés jusque dans les années 30, donc ils ne sont pas très anciens. Il y a eu plusieurs campagnes de pose de vitraux. Ouais. Et puis tu vois la mosaïque qui a été posée carreau par carreau. Ouais. Sophie, j'ai été ravie de te montrer cette belle basilique du Perche. Ah non, c'est moi qui étais vraiment très heureuse d'être avec toi. Mille merci encore. Avec plaisir. Pour ce que tu m'as permis de découvrir. Quand je reviendrai ici me balader, je continuerai à regarder un petit peu en l'air pour voir tout ce que tu as restauré ici. Merci pour tout en tout cas. Rien, Sophie. Au revoir. Au revoir. Un petit matin au Haras national du Pin. Fondé en 1715 par Colbert, sur ordre de Louis XIV, l'établissement est considéré comme le Versailles du cheval. Symbole de l'excellence française en matière d'élevage, de reproduction et de dressage, le Haras accueille depuis 35 ans une prestigieuse école de sellerie. Rouleau de peau de cuir sous le bras, Raphaël Rivard est l'un de ses formateurs. Bonjour, vous savez pas. Cette semaine, il y a le premier groupe qui va commencer à travailler sur les selles, sur la coupe de tous les morceaux. Et je vous ai sorti une magnifique peau. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Un taurillon. Très bien, un taurillon. N'oubliez pas que vraiment la qualité de ce que vous faites, la rigueur de ce que vous mettez dans votre travail, c'est ce qui fera la différence dans l'article fini. On va commencer à tracer les cuirs. Alors voilà, donc j'en ai trouvé... La première phase consiste à lire la peau de l'animal pour détecter d'éventuels défauts, comme par exemple une cicatrice. Voilà, celle-là, elle est peut-être un peu limite. La partie visible à la fin est relativement petite. Nos défauts qui nous déplaisaient tout à l'heure, s'il est légèrement sur le bord, c'est pas gênant. À partir du moment où il ne se retrouve pas en plein milieu, il n'y a plus qu'à couper. Marie-Lou, vous officiez? Ces 12 élèves, triés sur le volet, viennent de toute la France pour cette formation d'1 an. Les cours viennent juste de débuter, alors les gestes sont encore un peu hésitants. Là, c'est très précis parce que si je me rate, en gros, il faut que je recommence ma pièce et puis que je recoupe du cuir, que je réutilise de la matière. Prochaine étape pour Marie-Lou, la couture à la main 2 aiguilles. Un travail d'orfèvre bien éloigné de sa formation initiale. C'est une reconversion. Au départ, j'ai fait une école d'ingénieur en aménagement du territoire. Et j'ai travaillé ensuite 2 ans dans la fonction publique d'État. Sauf que comme mon travail ne me plaisait plus, du coup, j'ai décidé de franchir le pas et de devenir scellé indépendant. Et c'est pour ça que je suis venue faire la formation pour vraiment avoir toutes les bases et les savoir-faire du métier. C'est bon, ça a été? C'est bon, ouais, c'est fini. Trassoir, rainette, couteau à pied demi-lune, les outils sont identiques à ceux utilisés par leurs ancêtres selliers il y a plusieurs siècles. Un motif de fierté sur cette terre de traditions équestres. L'Orne, le Perche est la capitale mondiale du cheval. C'est vraiment que dans la région, autour du Haras du Pin, il y a un peu plus de 15 000 chevaux, avec beaucoup d'élevage.
que ce soit beaucoup de trotteurs, de galopeurs. Et voilà, c'est vraiment le berceau mondial du cheval. La sellerie, un travail de longue haleine. Pour ces élèves, plusieurs semaines seront nécessaires pour fabriquer leur première selle. Le siège est remonté de manière symétrique. Il est tendu. La jointure est bien retournée. Donc, vraiment du bon boulot. Impeccable. Il n'y a plus qu'à continuer. En étant basés au Haras du Pin, Nous vous attendions, ma chère. les élèves ont la chance de pouvoir tester leur selle terminée sur l'un des nombreux pur sang du domaine. Le confort doit être optimal pour le cavalier comme pour le cheval. Elle semble bien portée pour l'instant. Tu sembles comment dessus? Très bonne assise. Après, il y a le côté selle neuve un peu. Qui grince? Mais non, bien, pas trop loin de mon cheval. À l'issue de la formation, la moitié de ces élèves intégrera de prestigieuses maisons de luxe à Paris. D'autres ont fait le choix de rester dans le Perche, comme Yara Bouchkov. Devenu expert depuis sa sortie de l'école, il lui faut maintenant à peine 3 jours pour fabriquer une selle. J'essaie vraiment de proposer, en tout cas aux clients, des décorations, des formes spéciales, des couleurs. On est vraiment sur du sur-mesure, donc les clients essaient de en profitent aussi pour se faire plaisir, pour avoir des petites touches personnelles aussi. Moi, je suis originaire d'ici, donc j'avais mes bases ici. La région est quand même très jolie. On a un très très bon cadre de vie, quoi. Travailler la sellerie dans une région emblématique, dans le Perche, avec le Percheron, c'était quelque chose de logique et naturel pour moi, quoi. Un attachement à sa région et aux traditions qui lui ouvre même de nouveaux horizons dans la maroquinerie, tel ce travail sur les calèches. Là, par exemple, je suis en train de restaurer un speeder, donc une voiture hippomobile qui doit dater de 1900 à peu près. Donc là, j'ai un coussin en cours. On recherche vraiment avoir un aspect patrimoine, quoi, où on va essayer vraiment de rechercher de refaire à la façon de l'époque, quoi. Bon, bah voilà, le coussin est fait. On va aller voir ce que ça donne dans la voiture. On est quand même fiers de pouvoir restaurer des voitures comme ça, qui ont failli disparaître, quoi. Donc, puis vraiment de le refaire dans la tradition. Fiers de pouvoir sortir des beaux objets comme ça, qui sont assez uniques et assez rares, quoi. Ouais. Une excellence acquise au Haras du Pin qui permet aux jeunes selliers d'être reconnus aujourd'hui dans toute l'Europe pour son savoir-faire. Bonjour Jérôme. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Ça va. T'as fait bonne route? Oh oui, j'ai fait bonne route. Ah ouais, pas de problème. Alors pour toi, j'ai quitté le Perche. Hein. C'est vrai? Ouais, belle région aussi. Ouais, exactement. Moi, je suis toujours dans l'Orne. Ouais. T'es dans le département de l'Orne, dans la grande zone du Don-Fronté. Ouais. Avec tous ces poiriers, ces pommiers, et puis ces vaches normandes. La vache normande typique, là. Ouais, bah ici, on a que ça. Elles sont curieuses, hein? Assez, ouais. Alors, est-ce qu'elles aiment tes poires? Parce que moi, je suis venue pour ça, ouais. ces petits trésors-là. Bah, disons qu'à la saison, elles n'ont pas droit. Parce que justement, tu vois, les fruits tombent au sol. Et si on les laisse au sol, elles mangent tout. Alors, il y a de jolies vaches, mais il y a aussi un magnifique verger ici. Ici, on est dans une zone d'appellation d'origine protégée, de l'appellation Poiré-Donfront. Il y avait ces fameux poiriers centenaires, bicentenaires, qui étaient présents de manière assez importante. Ça marque vraiment le paysage du Don-Fronté. Ouais. Et on a une variété très particulière qui s'appelle le Plan de Blanc. Donc c'est ça, ces toutes petites voilà, poires ces là. Petites poires rondes. T'en as même des plus petites. La couleur vraiment de la maturité, c'est le jaune doré, que l'on retrouve aussi dans le produit en finale, parce que le poiré, ça donne vraiment un produit très doré, pétillant et doré, quoi. Dans le verger, il y a 2 catégories d'arbres. Il y a les anciens et puis les tout jeunes là que j'ai plantés quand je me suis installé en 1995 en fait. J'ai démarré l'activité dans ces années-là. D'accord.
Il produit combien de kilos de fruits? Et un poirier comme ça va donner presque 800 kilos de fruits pendant la saison. Ah ouais. Et lui? C'est un arbre qui a donc une vingtaine d'années et lui va donner environ 50-60 kilos de fruits. Ouais, il y a encore du boulot avant de le rattraper. Voilà, c'est ça. Il faut quelques années pour vraiment arriver à maturité, quoi. Alors raconte-moi ce que c'est exactement le poiret. Le poiret est à la poire, ce que le cidre est à la pomme? On peut dire ça. On est à peu près sur les mêmes process que pour la pomme. Et cette poire, on peut la manger aussi? Ça peut être une poire de table ou c'est vraiment que pour le poiret? Elle est très astringente. C'est vrai. Bon, je goûte quand même alors. Tu peux essayer, mais c'est quand même très astringent. Ah oui. Voilà. Moi, j'aurais pas dû. J'aurais dû t'écouter. Truc-moi, hein. Non, mais vas-y. Mais c'est vrai, c'est très astringent. Ah, très, ouais. Et donc... Voilà, tu es vraiment venu à la belle période parce que les poires arrivent à maturité. Et Justine s'occupe un petit peu de toute la récolte avec une équipe de ramasseurs. C'est qui Justine? Alors Justine, c'est mon associé. Moi, je m'occupe de l'élaboration des produits, des assemblages jusqu'à la mise en bouteille. Et donc voilà, on se répartit un petit peu les tâches comme ça. Ah bah tu vas me présenter Justine alors, hein. Bonjour Justine. Bonjour Sophie. Ravie de te rencontrer. Oh, je te dérange en pleine récolte là. Ah oui, bah, la récolte de plantes blancs, on est en plein dedans, exactement. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Tu t'en vas Jérôme? Bah écoute, j'ai 2-3 bricoles à faire au pressoir, donc je te laisse un saut pour aider Justine. Bah écoute, je vais me rendre utile. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure, je te rejoins plus tard. À tout à l'heure. Ok, donc la technique c'est quoi? La technique c'est simple, il faut partir du principe que tu mets dans ton sauce que tu mangerais, même si tu as déjà goûté de la plante blanche. Oui, j'ai goûté tout à l'heure. Pourquoi on les ramasse et à la main et au sol? On dit souvent le fruit est mûr quand il tombe, donc on va avoir un bon niveau de maturité. Si je prends des fruits qui sont encore dans l'arbre, ils vont être beaucoup plus verts. Puis tu sais, c'est toujours sympa quand tu ramasses à la main, tu as les petites rainettes qui sont dans le coin, matin de bonheur, etc. Oula, mais ils ont déjà fini les collègues. Ah mais oui, mais c'est super vite. Allez, attends, bouge pas. Merci. Ah merci. Du coup j'ai un seau plein. Oh Justine, je sais pas comment tu fais, mais moi j'ai mal aux genoux comme ça. Ah, c'est le troisième jour que c'est difficile. C'est vrai? Non mais si t'es bien comme ça, c'est bien. Comme ça, tu peux ramasser comme ça, il n'y a pas de souci. Comment tu t'es retrouvée, toi, dans cette activité, Justine? Alors, moi, je suis normande, déjà d'origine. Et c'est ce que je dis souvent, nous, on est normands, on est vikings à l'origine. On voyage énormément, mais on se retrouve toujours sur la terre qui nous a vu naître. Et c'est vrai que moi, j'ai un attachement tout particulier à l'agriculture. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Mon père a été chef de silo agricole. Et avec l'homme qui, plus tard, est devenu mon mari, on a décidé de s'installer dans l'Orne. Parce qu'on savait que c'était une terre protégée, on savait qu'on allait retrouver du bocage, de la vache normande. Et du coup, tu t'es dit, voilà l'endroit idéal pour faire grandir ma fille. Exactement, moi j'étais sur Paris, et tu sais, métro, boulot, dodo, j'étais dedans. Et justement, j'étais dans le métro et j'ai vu un tag où c'était marqué « La plus belle chose que des parents peuvent offrir à leurs enfants, ce sont des racines et des ailes ». Et je me suis dit, il faut absolument que je revienne chez moi. Et j'ai travaillé dans une maison qui faisait du calvados et je me suis dit non mais c'est ça ma cam en fait. C'est ça ma cam. Ma drogue, c'est ça, la poire et les pommes. C'est ça. On ramasse à la main, on fait attention aux méthodes de pressage, aux mises en bouteille, etc. Et finalement, ça paye quoi. Le meilleur moment c'est quand les gens me disent j'ai goûté votre poiré, qu'est-ce qu'il est bon. T'es contente? C'était une bonne journée de récolte? Ah bah écoute, ouais, c'était vraiment une belle journée. On a eu beau temps, pas trop chaud. En plus, on a récolté 1,5 tonne de poires. C'est pas mal. Bon, il y en a 300 à faire, mais... C'est un bon début. Ah oui, mais Jérôme, il a planté. Maintenant, on récolte. Hein. Voilà, on retrouve les vergers qui sont proches de la ferme de Jérôme. Ouais, exactement. On va le rejoindre dans le verger, je pense. Super, ouais.
Ok, parfait. Salut Justine, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Salut. Alors Sophie, cet après-midi, comment ça s'est passé? J'en peux plus, mais c'était passionnant. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qui est cette charmante jeune fille? Alors c'est Manon, ma fille. On t'a prévu une petite surprise, tu vois, plantation d'un poirier. Ah, bah ça me touche beaucoup, c'est gentil Voilà. ça. Donc en fait, le but c'est un petit peu de couvrir les racines avec la terre. Ok. Manon va un petit peu secouer l'arbre pour que la petite terre vienne bien se mettre entre les racines. D'accord. Ah, c'est tout un symbole ça, de planter un arbre avec ta fille. Ah bah oui, complètement, ouais. C'est la transmission du patrimoine. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce que tu fais, Jérôme. Moi, je découvre ça avec le soleil aujourd'hui. C'est pas toujours le cas, et puis je sais que c'est du boulot. Hein. Ouais, bah c'est vrai que c'est assez complet. On est à la fois éleveur, on est poiriculteur. C'est cette notion de pré-verger qu'on a envie de perpétuer. Bon bah Sophie, on va peut-être boire un petit verre quand même. Je veux bien juste goûter. Ok. Le poiré, c'est une boisson très peu alcoolisée. Parfait. Donc naturellement pétillant. On le consomme essentiellement en apéritif ou alors sur des desserts aussi, c'est assez sympathique. D'accord. Et tu vois, bah, comme tu vas conduire, eh bien, je vais te donner une bouteille. Tu pourras faire goûter à tes amis. Ah bah oui, je le boirai voilà. après. Ok, je vais le faire goûter à Pierre-Yves et Alain qui Voilà. me reçoivent chez eux. Ravie d'avoir fait ta connaissance. Merci en tout cas. beaucoup. Maintenant, je boirai du poiré. Merci les amis. Dans le Perche, il existe autre chose qui est sacré et qui appartient à la gastronomie. Le boudin noir. À Mortagne-au-Perche, 4000 habitants à peine, on compte pas moins de 5 charcuteries, dont une qui est devenue une véritable institution. L'enseigne au roi du boudin. Rapidement, ça va aller? De part? Fondée il y a près de 60 ans, elle est tenue aujourd'hui par Jean-Philippe Cogna. Ouais. Ah, ça fait partie des coutumes mortagnaises. On peut pas faire un repas sans un morceau de boudin noir. L'avantage, c'est qu'on peut le manger de l'apéritif jusqu'au plat principal. Et pour les audacieux, en dessert. Voilà. Les gens ici sont des très bons vivants. Ils aiment la bonne gastronomie. Bon, Lucas, je te laisse. J'ai encore quelques kilos de boudin à fabriquer pour ce week-end. En effet, dans quelques jours, se tiendra la fameuse foire au boudin de Mortagne-au-Perche. Donc c'est ici qu'on prépare le boudin noir. Pour la recette traditionnelle, 3 ingrédients de base sont nécessaires. Du sang, des oignons et du gras. Et un peu de crème, c'est la petite touche normande. Alors on est sur quelque chose de très simple, mais en même temps très compliqué à faire. C'est trouver le bon dosage de ces 3 aliments. Après avoir été haché, le gras est mélangé aux oignons. On ajoute le sang qui apportera la texture et le goût. Et là, on a un boudin qui va être exceptionnel. Il faut ensuite garnir la préparation dans le boyau. Dernière étape, faire cuire le boudin 20 minutes. Bon bah voilà, j'ai mes 60 kilos de prêt. Vu que j'ai encore près d'une tonne à faire, il y a encore du boulot. 1 tonne, soit l'équivalent d'1 kilomètre de boudin. Et ce sera le minimum pour rassasier les milliers de visiteurs qui se pressent chaque année au mois de mars pour la foire au boudin. L'événement, qui existe depuis plus d'un demi-siècle, rassemble sous son grill géant tous les charcutiers de la ville et attire les gourmands de la région comme les nostalgiques du Perche. Et voici. Mais la foire est surtout réputée pour son concours international du meilleur boudin noir. Près de 595 boudins provenant d'une vingtaine de pays vont être dégustés et notés. Du boudin noir classique aux recettes plus élaborées, voire artistiques. Alors, est-ce que vous avez faim? Oui. Bon, eh ben, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Pour départager les échantillons, les jurés doivent recourir à un système de notation très précis, réparti par zone géographique. Alors maintenant, on va goûter le 44-19. 12. Bah toi. 14. 14, ouais. C'est un beau produit.
Et certains sont venus de loin pour participer au concours, comme ce charcutier autrichien. On produit près de 40 sortes de boudins noirs différents. Depuis 25 ans, on vient à Mortagne. C'est un peu comme Noël. Surtout si on ramène une médaille à la maison. Sur la table finale, il faut maintenant élire le meilleur boudin au monde. La peau est belle, hein. C'est régulier, elle est jolie. Bon, il est peut-être un petit peu petit. L'odeur, là, c'est fou. Un petit peu moins de sel, un petit peu plus de poivre. De toute façon, qu'il chante dans la bouche. Vous voyez? Alain, combien? 13. 43,01, 13. Après 2 jours de dégustation, c'est l'heure des résultats. Le grand gagnant est ce produit qui provient de la région ouest. Bravo! Pour le gagnant, c'est la garantie de multiplier ses ventes par 3. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, le grand maître de la confrérie, qui est également pharmacien, a un ultime argument imparable. Le boudin contient 100 fois plus de fer que les épinards. Le boudin devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je vais déguster une rondelle de boudin et je vais être en forme toute la journée. Une spécialité culinaire que certains appellent déjà l'or noir du Perche. Alain? Oui. Je peux rentrer? Ah, mais je t'en prie, viens. J'ai profité d'un peu de temps avec Pierre-Yves dans la maison d'Hector, mais je voulais profiter un peu de toi aussi, passer du temps avec toi. Tu sais, je suis un petit peu dans les champignons. Ouais. Parce que nous allons faire des week-ends mycologiques, donc avec nos hôtes. Ça, c'est sympa, ça. Donc Pierre-Yves va faire l'aspect cuisine, bien sûr. Hein, c'est vraiment son aspect. Et puis moi, je vais aller dans les bois avec les hôtes pour trouver des champignons et surtout pour leur dire les champignons que nous trouvons. Et alors, du coup... S'ils sont comestibles, pas comestibles, bons à manger, pourquoi on les reconnaît. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et donc toi, t'es passionné de mycologie alors? Depuis que je suis tout petit, mes parents m'ont beaucoup amené en forêt. Ils m'ont vraiment donné le goût de la nature, des champignons. Et puis, après, en grandissant, je suis devenu pharmacien. Dès que t'as un petit peu de temps, tu t'échappes en forêt pour aller trouver des champignons. J'essaie d'aller en trouver, et puis on se fait des fricassés, et oh, puis c'est chouette. voilà, et puis c'est toujours beau. Ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi aller ramasser les champignons. Tu me prends par la main, on y va? Allez, c'est parti. Là, on a une belle journée là pour aller ramasser des champignons. Bah oui, puis en plus, il a plu, la forêt est humide. Quel type de champignons on va pouvoir trouver alors? Alors, on peut trouver des bolets, puisqu'il y a quand même énormément de variétés de bolets qui poussent dans le Perche. D'accord. Et puis, on va trouver aussi beaucoup d'amanites. Ah, moi je connais la phalloïde. Voilà, mais celle-là, on en trouve très très peu. Si certains endroits sont plus humides, on peut trouver des girolles. Ah, j'adore ça. Ouais. On peut trouver des ruffules, on peut trouver des lactaires. Et les forêts du Perche sont réputées, là, véritablement, pour des grandes variétés de champignons. Alors ces forêts, en tout cas, sont vraiment typiques du Perche. On va dire que le maître des lieux, c'est le chêne. Le maître des lieux, c'est le chêne, parce qu'ils ont fait pendant longtemps des mâts de bateaux. Ah, c'est pour ça qu'on a des grands chênes. Qui poussent dans cette forêt. J'espère que ces chênes protègent nos petits champignons. Tu le sens bien là, toi? Oui, je le sens bien. Oui. Allez, tu vois, tu as des feuilles par terre, tu as de la mousse. Un petit peu plus loin, tu vas avoir des fougères. Donc, tiens, fais attention. Regarde. Ah, là. Donc ça, c'est une amanite citrine. Ok. Fais bien attention. T'as un couteau? Je préférais que tu l'arraches comme ça. Ah, ok, d'accord. Pour les amanites, je préfère parce que, en fonction du pied, on a effectivement des différenciations. Tu vois, là, le pied bien bulbeux,
Et puis, si tu as une aménite phalloïde, bien là, tu auras effectivement quelque chose qui sera très joli. Ça fera comme, je dirais quasiment comme un chou, d'où sortira ton champignon. Il est comestible, lui? Celui-là est comestible. Ah, d'accord. Donc, personne ne le mange parce que c'est un goût très mauvais, de très mauvaises pommes de terre. C'est très amer et très piquant. Pommes de terre un peu rances. Mais tu ne vas pas t'intoxiquer avec. D'accord, très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on ne la mange pas. Et puis surtout, il y a le risque, malgré tout, de le confondre avec l'amanite phalloïde. D'accord. Bon, écoute, je le garde dans le panier, mais on ne va pas le manger, celui-là. Aucune fricassée d'amanite citrine. Regarde ces petits sapins. C'est joli. Là, c'est on touche pas, ça. Un très beau décor. Ouais. Oh, Sophie, regarde ce que tu as au pied. Ah, j'avais même pas vu, dis donc, ça se confond dedans. avec les fougères. Un bolet. Et là, il n'y a pas de risque de se tromper. Donc là, tu vois, on va sortir le couteau. Ouais. Voilà, tac, voilà. Tic. Et voilà. Voilà. Et donc là, tu as un beau oh là champignon. là là, c'est beau ça. Ouais. Voilà, donc c'est un bolet roux. Tu le reconnais bien parce que dessous, magnifique. Ici, effectivement, tu n'as pas de lamelles. Donc tous les bolets sont comestibles. Oui, je vois, il y a déjà des limaces qui l'ont déjà grignoté. Mais les limaces, elles grignotent tout. Sauf le bolet satan. Mais le bolet satan ne pousse pas dans le perche. Ah ça va, donc pas de risque. Très bien. Voilà. Alors, Sophie, ce que je te propose, pour qu'on soit plus performant, qu'on en trouve un petit peu plus, c'est qu'on va se séparer. Séparer là tout de suite. Chacun vote un petit peu de son côté. Bien sûr, on garde le contact visuel. Et surtout, tu ramasses tout ce que tu trouves. Ok, même ceux qui ont un aspect les bizarre. Les beaux, les pas beaux, tu sais pas trop. Tout ce que tu trouves, je ramasse. Qui te paraît être un champignon, tu ramasses. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Des amanites tumouches. Ça, c'est du beau champignon. Superbe. Es-tu contente de ta cueillette? Écoute, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont très beaux. Voilà. Il y en a certains, j'ai besoin vraiment de ton éclairage. Je vais te donner quelques explications. On s'installe ici? Allez, voilà. Qu'est-ce que c'est beau là derrière nous? Oui, c'est l'abbaye de Rénau-Val-Dieu. Donc c'était une grande abbaye et c'est un des lieux mythiques du Perche. Bon, regarde ma cueillette. Ah oui. Ça et ça. Voilà. Pas mal, non? Alors, comment trouves-tu que ça sente? D'abord, est-ce que tu penses que ça... Non, ça va, c'est une assez bonne odeur. Voilà. Ça m'a assez vite fait penser celui-là. C'est deux cousins, c'est deux bolets. Ouais, voilà. Et tu vois dessous les tubes. Bon, là, les tubes sont blancs, là, les tubes sont jaunes. Les deux sont comestibles. Alors, par contre, les tiens, là, il faut que tu me racontes, là. Donc ça, c'est l'amanite tumouche. Ouais, la fameuse. Donc c'est vraiment une amanite. Celle-là, elle est toxique. Elle n'est pas mortelle. C'est un champignon, si on le consomme, qui va avoir des effets neuropsychiques. Coma, c'est un mais voir des petits éléphants, quand même. Et celui-là, généralement, on va s'en sortir. Il n'y a pas d'antidote. Tu m'as ramené des fougères aussi. Et je t'ai ramené des fougères, n'est-ce pas? Donc celle-là, elle est classique un petit peu dans nos forêts. C'est une fougère qu'on appelle le polypode. Et le polypode, dans sa racine qui est ici, autrefois on appelait ça la réglisse du pauvre, parce que c'est quelque chose dans lequel il y a un pouvoir sucrant très très fort. Ça aussi, ça va inspirer Pierre-Yves. Oui. Ah oui, on va aller le rejoindre. Déjà bien inspiré. Tiens, vous voilà vous. Oui. Ah bah oui. Salut Thierry, t'es là aussi. Coucou. Ça va? Dis donc, heureusement que je vous ai pas attendu, hein. Puis vu ce que vous avez, heureusement que j'ai prévu, hein. T'avais des champignons? J'avais des champignons d'avance. C'est mieux comme ça. On s'installe? Quelle jolie table. Passez à table. Tout est prêt, heureusement. Heureusement que t'étais là. J'avais prévu les choses. Une surprise pour toi. T'as préparé quelque chose pour moi? Oui. Ah, oui, c'est vrai qu'on lui a donné des mots. Tu te souviens quand on est parti? Il m'a demandé des mots. Attendons. Si c'est le cas, c'est chouette. C'est le cas de le dire. Oh, mais tu as raison, c'est ça. Mais elle est magnifique. C'est superbe. Chaque semaine, tu nous invites au voyage, donc je t'ai représenté avec ta petite casquette. Oui, c'est gentil. Le voyage pour nous attirer avec la caméra devant la map monde, ton sac de voyage, ton équipe. Et là, c'est un petit village que tu dois connaître. Mais oui, je reconnais, c'est mon petit village du Beaujolais. T'es un amour, elle est magnifique, je t'embrasse. Merci beaucoup.
T'as vu comme elle est jolie? Allez, on va fêter ça. Oh là là, c'est très gentil. Allez au poiré. Avec Ah le oui, bah poiré oui. de Justine et Jérôme. Exactement. Qu'est-ce qu'elle est belle. Merci, 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 merci. Je trinque à ce très beau week-end dans le Perche. Merci encore pour ce beau cadeau. Merci les amis. Super. Bah, bon appétit. Bon appétit. Profitez de ces bons instants dans le Perche. Le Perche est la zone la plus boisée de Normandie, avec une forêt recouvrant près de 20% du territoire. La culture du bois est donc omniprésente dans le tissu économique local. Je viens d'abattre un châtaignier qui était dépérissant. Il n'est plus du tout prolifique, il faut l'extraire de la forêt. Vous voyez là, il y a une pente, on va dire à 40%. Et les machines, si vous voulez, ne peuvent pas descendre ici. Et quand les machines sont impuissantes... Ah, Christine, s'il te plaît, tu peux venir là, enlever l'arbre? J'arrive. Le bûcheron fait appel à Christine et à ses percheronnes. Gauche, les filles. Gauche, et... Christine Salé fait du débardage, une technique qui consiste à transporter des arbres abattus à l'aide de chevaux. J'ai pris les 2 juments parce que c'est pas un gros bois, mais ça remonte pas mal. Donc on multiplie les forces en mettant 2 chevaux. Ursule, yep, aïe. Christine s'est spécialisée dans le débardage il y a plus de 15 ans déjà. Un vieux métier qui avait quasiment disparu au cours du XXe siècle. Quelques personnes dans les années 90 ont eu la folie de remettre ce métier-là au goût du jour en se disant qu'il y avait une place pour les chevaux et pour cette façon surtout d'exploiter la forêt. Et on va dire ils ont la puissance et la docilité, voilà. Donc, et en plus ils sont jolis, ce qui ne gâche rien. Une démarche également écologique. Le rôle du cheval, là, c'est vraiment de sortir le bois de la forêt sans abîmer la régénération, donc les jeunes arbres qui vont arriver derrière. Allez, les belles. Avec un engin, on frotte rapidement les autres arbres et tout ça, il y a une telle puissance et il leur faut aussi une grosse largeur pour tourner. Le passage d'un cheval, c'est vraiment tout petit par rapport à un engin, quoi. Une belle complémentarité entre l'homme et l'animal, même si les manœuvres restent parfois acrobatiques. C'est un métier physique, c'est vrai. C'est dur pour les chevaux, c'est dur pour les gens, mais on aime quand même ce métier. Donc on doit être un peu fou peut-être. Ensemble, droite. Doucement. Une méthode efficace avec près de 35 stères sortis en quelques heures. Une fois le bois déposé sur les chemins, les machines pourront l'extraire de la forêt pour fournir les scieries locales. Dans un petit village, à quelques kilomètres de là, Nicolas Hervé vient justement de récupérer ce stock de bois. Et on va prendre tout le chêne parce que c'est le chêne avec lequel on a fait la table, ça. On amène tout ça là-bas. C'est du chêne, des plots de chêne qui arrivent de la scierie de Bellem. On utilise ce bois-là pour pouvoir faire toutes nos tables. C'est plutôt du bois de bonne qualité, il prend son temps pour pousser. Du coup, ça fait un bois qui est tout le temps assez propre, pas trop noueux et on arrive à avoir des belles planches bien longues. À partir de ces bois, Nicolas s'est lancé il y a 5 ans dans la conception de meubles design. Donc on va la monter, Fab. On monte le piétement, comme ça après on essaye de régler les traverses avec ça, ok? Fabriquer des meubles, une évidence pour cet enfant du cru. Le bois en fait c'est une passion de famille. On est pas mal de générations à avoir travaillé dans le bois, tous sur Bellem. Donc ça remonte jusqu'aux années 1800. Mon grand-père était menuisier à Bellem, mon arrière-grand-père aussi. Moi, c'est une passion, j'ai toujours adoré ça. J'ai monté ma boîte et je me suis entouré de collègues aussi passionnés que moi. Le secret de fabrique de Nicolas, concilier respect des techniques traditionnelles de menuiserie avec un mobilier contemporain. Résultat, des meubles aux formes spatiales nés de son imagination. Fauteuil, coffret à bijoux et même skateboard. Ou encore ce petit secrétaire qui vient d'être terminé et qui va rejoindre son catalogue. Allez, je vous laisse tourner mon Fab. On va venir se le mettre ici. Pour gagner du temps, la petite équipe a même reproduit un studio photo dans son atelier. On a essayé de refaire du Haussmann dans le Perche. Le succès est au rendez-vous. Le meuble a déjà reçu des commandes de Chine. Et en plus d'une boutique dans le quartier chic de Paris, Nicolas vient d'inaugurer une succursale en Californie. On pose souvent la question, savoir si demain je vais partir à Los Angeles pour aller exposer, pour vivre tout ça. Non, moi j'irai là-bas de temps en temps pour faire ce que je sais faire. Mais non, sinon moi je reste dans le Perche.
Si certains exploitent la forêt, d'autres la ressentent. On va dire que pour s'annoncer un peu en forêt, je vais vous proposer de faire sonner le gong pour ouvrir les portes de la forêt. Nicolas Laurin pratique la sylvothérapie, aussi appelée bain de forêt. Une immersion en pleine nature pour se ressourcer au contact des arbres. Je vais vous proposer peut-être de marcher le plus lentement possible, en prenant bien conscience de chacun de vos pas. N'hésitez pas à éveiller vos sens, à regarder le moindre petit brin d'herbe, de respirer calmement. Cet ancien apiculteur de 41 ans propose à des petits groupes de randonneurs 2 sorties par semaine en forêt de Belém. Ce qui m'a peut-être amené à amener des gens en forêt, c'est de voir finalement que les gens étaient de plus en plus connectés entre eux, mais de façon très virtuelle. Et finalement, le lien avec la nature est de moins en moins présent, je dirais. Ce que je vous propose, c'est juste de vivre une marche à l'aveugle pendant quelques mètres. Je vous dirais, c'est d'essayer quand même d'accueillir toutes les émotions qui peuvent vous parvenir pendant la séance. Les yeux bandés, ce sont les autres sens qui s'éveillent. L'ouïe, l'odorat ou le toucher en enlaçant les arbres. Si la pratique est récente en France, la sylvothérapie est reconnue au Japon comme pratique médicale et serait source d'une réduction du stress et de la fatigue. J'avais l'impression que ma respiration se modifiait, allait la chercher au plus profond et un peu comme un échange de l'énergie en fait, qui se dégageait de l'arbre. Quand on rentre dans cette forêt, on peut ressentir presque la même émotion que quand on rentre dans une cathédrale. Ces arbres sont tellement grands, hauts, que finalement on ne peut que rester humble face à ces édifices naturels que la forêt de Belém peut nous offrir. C'est la première fois que je fais ce type de séance. Je vais ressortir ressourcée, équilibrée, bien avec moi-même. Là, je me rends compte que quand on touche un arbre, en fin de compte, on touche toute la forêt, quoi. Et c'est hyper apaisant. Qu'elles soient utilisées pour l'exploitation de leur bois ou pour se reconnecter, les forêts du Perche restent un îlot de vie privilégié pour ses nombreux adeptes. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Quand on vient ici en week-end dans le Perche, je veux toujours passer par le marché du samedi matin de Nogent-le-Rotrou. Tu es d'accord avec moi, Alban? Ah, tout à fait. C'est un lieu incontournable qui est charmant. Ouais. Les Nogentais y viennent en masse, ouais. Et puis aussi les gens de l'extérieur. Voilà. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est à qui? Je voudrais prendre des pâtissons. Ah oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je vais avoir Batavia, pâtisson. Pâtisson. Et ça fait longtemps que vous êtes sur le marché de Nogent? Alors, le marché de Nogent, celui-ci, je dois le faire depuis 98. Famille de maraîchers? Issu d'une famille de maraîchers. Je suis né dans un chou, oui. C'est vrai? Tout à fait. Alors c'est vrai? C'est vraiment comme ça que ça se passe? Les garçons naissent dans les choux? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé mignonne celle-ci. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée, monsieur. Prie, bonne journée. Merci. Sophie, maintenant, je vais te montrer le stand de Véro qui travaille avec un produit assez atypique dans le Perche, c'est-à-dire la bave d'escargot. Alors ça m'intrigue. Bonjour. Bonjour Véro, moi c'est Sophie. Bonjour. Enchantée. Qu'est-ce que vous faites avec la bave d'escargot? La bave de l'escargot, on va l'utiliser donc pour son action cicatricielle. On a remarqué qu'effectivement, dans la nature, les escargots étaient capables de régénérer leur coquille si jamais il a un trou ou une fissure. Vous pouvez me faire tester? Bien sûr. Alors voilà celui pour femme. D'accord. Qui a un parfum plutôt rond et sucré. C'est surprenant, c'est assez doux. Ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Je suis convaincue, on va faire un petit cadeau à Laurence, ta femme, d'accord? Ah, c'est très gentil. On va lui prendre
Un savon. Un petit savon à base de bave d'escargot. Elle va être surprise à mon avis. Ça, c'est du cadeau. Résultat tout à l'heure. Et voilà. Merci, bonne journée. Je te parlais du trafic routier de Nogent-le-Rotrou qui a créé énormément d'embouteillages. Et il y a eu une petite spécialité, une gourmandise qui s'appelle le bouchon de Nogent. Ah, comme les bouchons sur la route. Bonjour. Bonjour, madame. Mon ami me parlait des bouchons de Nogent. Et qu'est-ce que c'est alors exactement? Un chocolat noir au calva. La personne qui tenait le magasin de l'époque les a créés et les vendait sur le trottoir. Parce que les gens étaient à l'arrêt. Oui. Vous voulez goûter? Oui, je veux bien. Oui. Tu connais, toi? Alors par contre, il faut le mettre entièrement en bouche. D'accord. Sinon, ça coule sur la cravate. Écoute, je ne verrai plus du tout les embouteillages de Nogent-le-Rotrou de la même manière maintenant. Hein. Non, non, c'est un bouchon qui passe facilement. Santé. Ah oui. Ah, on sent bien le calva. Très, très bon. Oh, bah, c'est parfait. Je vais vous en prendre un petit paquet, là aussi on va faire goûter à ta femme. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end, au revoir. Traversons Bellem avant d'arriver à la maison. Bellem est vraiment la ville du Perche où il y a la plus grande concentration d'antiquaires et brocanteurs. On va prendre la petite route qui monte dans la ville close. Un premier antiquaire sur notre droite. Et toi qui es antiquaire, alors, c'est un vrai coup de cœur que tu as eu aussi pour cette région? Évidemment, ça me parle. C'est mon métier depuis 43 ans. C'est ce qui m'a fait venir dans la région, qui m'a fait acheter cette belle maison. Je te montrerai tout à l'heure. Alors toi, c'est pratique, parce que tu es antiquaire, donc tu t'es occupé de meubler ta maison. Hein. Exactement. Manoir de l'or marin. Oh voilà notre maison. Bienvenue Sophie, tu vas voir, c'est un lieu plein de charme et de mystère. C'est magnifique, hein, vraiment. Attends, je récupère ton panier et tu me fais visiter. Alors c'est un poirier là sur la tour? C'est un poirier, c'est une beurrée d'Arambert. Il est mis en espalier sur cette tour, hein, en arrondi. Ça a été planté il y a à peu près 130 ans et c'était un symbole de fécondité dans le foyer. Alors, la forme de la poire rappelant le ventre de la femme enceinte. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Ah bah. Bonjour. Bonjour Sophie. Si on est en retard, c'est un peu de ma faute. Bon, on a un petit cadeau pour toi. Bon. Ouais. Merci. Alors, un cadeau, tu connais, à mon avis. Les fameux bouchons, ça c'est délicieux. Ouais. Oui. Alors, j'ai un autre cadeau. Ça peut te surprendre. C'est un savon à base d'escargot. De bave d'escargot. De bave d'escargot. Il paraît que c'est très efficace. Oui, alors, tiens, regarde. Touche. Oh, c'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est très bon. Regarde, je sais, c'est pas banal comme cadeau. C'est un message. En tout cas, moi, je suis admirative devant cette maison. Et dans quelles circonstances vous avez découvert ce manoir, alors? On a vu cette maison qui était à vendre dans une agence. Ouais. On a visité par curiosité et puis ça a été un déclic. Oui, on a vu le potentiel parce que on a avec beaucoup d'imagination. Ouais. Parce que qu'est-ce que c'était ici quand vous êtes arrivés? C'était une ferme. Nous, on cherchait un bâtiment, on va dire, pour abriter nos activités respectives. Alors toi, d'antiquaire? D'antiquaire. Et toi, Laurent? Moi, je fais de la sculpture. J'ai beaucoup de place. Moi, je suis très bien pour travailler. Bon, vous me faites visiter? Mais bien sûr. Ouais. Sophie, allons-y. Alors, je te retrouve plus tard, Laurence. Hein. À tout à l'heure. Tu peux goûter les chocolats, hein? Ah oui, on arrive dans une très jolie salle à manger, là. Ouais. Raconte-moi, comment se fait-il qu'il y ait autant de manoirs ici dans le Perche? Par exemple, là, à Nocé, il y a combien de manoirs? Il y a 7 manoirs sur la commune. À la fin des guerres de religion, la petite noblesse du territoire, hein, du comté, a eu le droit d'établir des bâtisses avec une ferme attenante pour vivre en autarcie. Aujourd'hui, c'est très beau, très élégant, très bien décoré, mais j'imagine que c'était pas du tout comme ça hein, quand vous êtes arrivé avec Laurence. Non, pas du tout. Ouais. On a beaucoup œuvré, on a refait des sols, on a refait les enduits, les plafonds de terre, gratté les solives, réhabilité cheminées, refait des escaliers. Ouais. En fin de compte, beaucoup de travail en 20 ans. En tout cas, il y a plein de choses à voir. Ici, je vois qu'il y a plein de petits coins et de recoins. Oui, des accès autour et tout, mais je vais t'inviter à visiter le reste. On continue la visite. Autre ambiance dans cette pièce. Oh bah là, je reconnais bien l'antiquaire, hein. Bah, oui, c'est un petit peu mon jardin secret, une sorte de petit cabinet de curiosités, d'objets qui me tiennent à cœur. Ouais, c'est très beau, hein. En tout cas, je crois que moi, j'ai trouvé ma chambre, hein, ici.
Je vais m'installer là. Bienvenue. Hein, c'est gentil. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un tourne-broche de cheminée à automate. Bon, il n'en reste que 6 dans le monde. Il y en a un aux Hospices de Beaune. D'accord, et on faisait rôtir les cochons de lait dans la cheminée. Voilà. Hein. Alors toi, tu as mis ta pâte avec tous ces objets, hein, mais Laurence, elle a laissé aussi sa pâte dans la maison? Bien sûr, elle a laissé. Ouais. Par exemple, cette fenêtre qui était complètement murée, lorsque nous l'avons réhabilitée, hein, on a demandé au menuisier de nous faire le châssis en bois, et puis Laurence a fait le vitrail. Ah, d'accord. Ça, c'est le travail de mon épouse. Ah, c'est très joli. Là aussi, c'est très beau, dis donc. Laurence. Ah, Sophie. Je suis contente de découvrir ton univers. Merci de me rendre visite. Ah bah écoute, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc, je fais de la sculpture. Je combine 2 éléments, à savoir la laque végétale et la pâte de verre. La laque végétale, c'est la sève d'un arbre. Ah, ça se présente comme ça. Ce sont des tubes que j'achète au Japon. D'où te vient cet amour du Japon? Les voyages, de chaque fois, je suis revenue avec l'envie d'y repartir. Voilà, donc tu prends un petit peu de laque. Et je pose comme si je faisais de la peinture? Là, je suis en train d'émailler des carreaux pour la pièce qu'on va refaire. Ah ouais? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des tomates qui avaient été signées par vous deux, donc demain, il y aura des carreaux émaillés par tes soins? Exactement. Donc, tu fais ça très bien. T'as vu? Je suis assez fière de moi, je dois t'avouer. J'ai presque fini. Bon, écoute, tu as terminé. Donc, je vais le mettre à sécher dans une ambiance humide. Je mettrai quelques couches de transparent. Et quand j'aurai poli, je te l'envoie. Oh, c'est gentil, merci. Ça me fera un petit souvenir de leur marin. Merci beaucoup, en tout cas. C'est le grand jour au chenil de la Flutière, dans l'Orne. Christophe Lévesque vient sélectionner les chiens qui participeront aujourd'hui à la chasse à courre, la toute première de la saison. On se réveille. Ils sont pressés parce qu'ils voudraient tous venir à la chasse. Et malheureusement, nous allons emmener que 40 ou 42 chiens. Et les autres attendront la chasse suivante. Il y a Lancier et Joconde, elle n'est pas sortie non plus? Ces chiens sont des anglo-français tricolores. Image. Ils sont habitués à vivre en meute. Il y en a plus de 80 dans le chenil. Image. Et malgré leur nombre, ici, impossible de les confondre. On serre. Bien. Christophe Lévesque est maître d'équipage. C'est lui qui assurera la bonne conduite de la chasse. Dans un premier temps, ces équipes vont partir sur une mission de repérage essentielle, appelée les bois. Nous sommes en bordure de la forêt de Bellem. Ces hommes sont des valets de limier. Chacun son chien. Leur mission, quadriller une zone de la forêt afin de repérer un éventuel sanglier. On va pas faire de bruit. Et c'est le chien qui nous guide à partir de maintenant. C'est lui le patron. C'est le début de la journée. 50% ou voire plus de la réussite de la journée, c'est maintenant. C'est Iris qui pilote. Simon Lévesque, premier neveu du maître d'équipage, connaît la forêt comme sa poche, ainsi que tous les recoins fréquentés par les sangliers. Ça sent bon. Va voir. Où ça sent là? Viens voir. C'est des chiens qui sont génétiquement préparés pour ça. Ils ont un odorat absolument extraordinaire. Avec leur nez, ils sentent peut-être 1000 fois plus que ce qu'on sent nous. Donc s'il y a un sanglier qui est passé là il y a 1 heure ou il y a une dizaine d'heures, il va me le donner. Pas facile pour autant de localiser un sanglier. Un animal qui vit la nuit et dort le jour, réputé pour sa ruse et qui reste toujours aux aguets. Ça c'est un endroit où il y a un sanglier qui a mis un petit coup de nez, mais le chien s'y intéresse pas du tout. Ça veut dire que c'est pas frais. Après 2 heures de recherche, Simon n'a pas trouvé de piste intéressante. Ce qui ne l'empêche pas de rester enthousiaste. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance qui remontent à bien avant que je sache marcher. On a toujours fait ça, c'est inscrit dans nos gènes un petit peu. C'est quelque chose qui fait vibrer énormément. C'est plus qu'un sport, c'est une passion, c'est même un mode de vie. 2 fois par semaine, 6 mois par an, de 6 heures le matin à peut-être tard le soir, on ne sait jamais. Et puis l'histoire n'est jamais écrite à l'avance, on ne sait jamais ce qui va se passer. 11 heures, le reste de la troupe se rassemble.
L'équipage du Vautray du Perche fête cette année ses 70 ans d'existence. Une ambiance bon enfant, toujours dans le respect des traditions, que de jeunes cavaliers perpétuent. On aime bien la chasse à courre, nous les femmes, parce qu'on est cavalières avant d'être passionnées de vénerie. Et nous, c'est comme ça qu'on est venus, surtout parce qu'on aime bien le chevaux et la nature. Et donc là, c'est allier les deux, en plus d'une ambiance vraiment sympa et familiale. Allez, approchez là! C'est maintenant l'heure de l'assemblée. Les éclaireurs du matin font leur rapport à Christophe Lévesque. Alors Simon, on commence par toi. J'ai entouré toute la partie du Ravalier et les régénérations autour de la maison forestière, sans avoir connaissance de rien de frais. D'accord, merci Simon. Au milieu de la butte au cheval, j'ai une bonne voie de sanglier qui arrive de la route en allant vers Chêne-Gallon. C'est un bon animal. Très bien, ouais. Très bien, merci à tous. Allez, décision. Grâce à ces rapports, le maître d'équipage va déterminer la zone choisie pour chasser l'animal. Les cavaliers peuvent s'élancer. Ils sont une vingtaine, accompagnés d'une centaine de suiveurs en voiture ou à vélo. Sans oublier la meute de chiens. Aucune arme à feu, ce sera une lutte entre le sanglier et les chiens. Une partie de l'équipage tente de débusquer l'animal dans la zone repérée. Mais le sanglier a pris la fuite. Les chiens partent à sa poursuite. Simon, lui, va vivre cette chasse à courre en tant que suiveur. Il tente de décoder les sons provenant de la forêt. Donc on sait qu'ils ont attaqué le sanglier, on entend les chiens. J'ai du mal à savoir dans quelle direction ça va. Ça a l'air de se rapprocher. Les 3 P de la réussite, passion, patience, persévérance. La passion évidemment, la patience parce qu'il faut savoir attendre, observer, et de la persévérance parce que c'est très dur, devant là. Difficile en effet de suivre la course d'un animal faisant du 40 km/h dans une forêt de 2500 hectares. Rien, vous entendez rien? Ah bah non, on est derrière. On est derrière. Alors ça a pu nous échapper comme ça? Oui. T'arrives d'où? C'est pas le chat et la souris, c'est le sanglier et les chiens. Et dans ce petit jeu, le sanglier parvient à s'enfuir 3 fois sur 4. Mais au bout de 3 heures, l'animal commence à fatiguer. Ah, mais ils l'ont pris. On peut y aller. Et il se fait finalement rattraper par les chiens. Bravo! T'es content? Là, c'est la première prise de la saison, alors on est content. La journée se termine pour l'équipage. Cette fois-ci, les chiens l'ont emporté sur le sanglier. Voilà, on a réussi à prendre l'animal. Ça conclut bien la journée, mais c'est pas ce qu'on cherche forcément toujours. Nous, on habite vraiment au pied de cette forêt, de la forêt de Bélem. Nous, c'est notre terrain de jeu toute l'année. Et voilà, on est percherons et l'hiver, on est chasseurs et percherons, ça va ensemble. Bien qu'elle ne fasse pas toujours l'unanimité, la chasse à courre reste vécue ici comme une pratique traditionnelle qui s'inscrit dans la culture populaire locale. Salut toi! Je suis venue voir des chevaux, mais il y a aussi des jolis chiens ici. Salut toi! Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces chevaux! Salut toi! Bonjour! Je cherche Emmanuel. Tu sais où il est? Hein? Tu sais où il est? Vous avez compris les filles derrière? Refaites un tour de l'arbre et essayez de vous mettre en position. Julie, rapproche-toi des autres si tu peux. Vous venez vers moi. Chut. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sophie. Ça va? Oh, on s'embrasse, on s'embrasse. Je me disais, il n'y a personne, mais je comprends, vous êtes tous là en train de répéter. On est en train de répéter et puis normalement à cette heure-là, le public n'est pas encore arrivé.
Et c'est pour ça justement qu'on en profite pour répéter. J'ai quitté le Perche pour rejoindre la Normandie pour voir un beau spectacle. C'était le bon endroit. Ouais. C'était le bon endroit. On n'a que des chevaux de trait, alors c'est ça qui fait notre particularité. Tu parles du Perche justement, bah là on voit il y a 6 percherons. Alors lesquels c'est? Les percherons, alors blanc, les 2 là premières grises, les 2 noirs derrière et puis les 2 derniers gris. Ouais. En tout cas, je suis très impressionnée parce que ces chevaux sont toujours très beaux et puis comme ils sont très massifs. Le percheron, c'est un cheval c'est une race qui a été créée pour les besoins agricoles, pour les besoins de transport, pour les besoins de l'armée. À partir des années 60, il a été remplacé par la mécanisation. Du coup, les chevaux ont quitté les fermes, ils avaient quitté les villes déjà bien avant, et remplacés par les engins à moteur. Donc, le seul débouché qui leur est resté, c'est la boucherie. Donc c'est la viande. En tout cas, moi je suis plutôt contente de savoir qu'on les monte, ces chevaux, plutôt qu'on les mange. Et ben nous après voilà, la transition ça a été ça. En fait, à une chaudière, c'est mon père vraiment qui a eu cette idée de créer un spectacle. Et le but ça a été dès le début de montrer que ces chevaux-là, on pouvait leur redonner une image complètement différente en prenant le contre-pied des clichés traditionnels. Et justement, Sophie, c'est ce qu'on va essayer de te montrer aujourd'hui. Et si tu veux poursuivre un peu dans cette découverte des répétitions, on va voir Camille, notre voltigeuse, qui prépare un numéro. D'accord, très bien. Moi je les rejoins alors sous le manège là. Voilà, exactement. Okay. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nickel. Ok. La deuxième était nickel. La première. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je peux te rejoindre? Oui, bien sûr. Oui. J'entends parler de voltige, ça m'intrigue. Salut, moi c'est Sophie. Lucie. Salut Enchantée. Lucie. Quel est ton prénom? Camille. Camille, salut Camille. Et ton beau cheval? Alors mon cheval c'est Bartok. Bartok, d'accord. Hop, hop. Hop. Hey. Super. Eh bien. Parfait. Allez, viens. Bartok, viens. Hey, salut. Salut, bravo. Bravo. Et toi alors? T'as commencé jeune? Ouais, moi j'avais 4 ans. Ah ouais? Du coup j'ai passé vraiment toute mon enfance, toute mon adolescence à monter, à apprendre en club, et après je suis partie faire du spectacle. Bon, t'aurais pu faire de la monte traditionnelle, mais toi t'as un petit peu corsé les choses en faisant de la voltige. Bah là faut vraiment que je lui fasse confiance et qu'il me fasse confiance quand je suis debout sur ses fesses. S'il a envie, j'ai envie de dire, de sortir ou quoi, c'est ça. Faut que je lui donne envie de rester avec moi en piste en fait. C'est vraiment un compagnon de vie et... je suis tout le temps avec eux en fait. Je suis toujours avec mes chevaux, ils sont toujours avec moi. Ouais. Ah ouais, je te comprends, c'est vrai que c'est des chevaux absolument magnifiques et bravo, j'ai hâte de te voir tout à l'heure dans le spectacle. Salut. Salut. Je vous fais juste une petite présentation avant de commencer. Alors vous savez que des chevaux de trait, il n'y en a presque plus. Que ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer ces chevaux-là dans des évolutions. On n'a pas l'habitude de les voir et ça ne fait rien pour ces races-là. Et dans pas très longtemps, il ne va pas en rester beaucoup. Voilà. C'était un très bon dernier spectacle, juste en poste. L'entrée, c'était un peu... Il faut toujours taper sur les doigts de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est pour toi, Apolline. Mais on remettra ça la semaine prochaine. Et puis, voilà.
Bravo. Non, moi j'ai trouvé ça super. J'ai entendu que tu disais à Pauline, l'entrée était ratée, non? Ah si, mais il faut être exigeant. Ah mais non, pas du tout. Mais elle a du mal à se concentrer, donc il faut toujours être très exigeant. Mais en tout cas, moi je voulais juste te féliciter parce que je sens que tes chevaux sont très heureux et je sens qu'il y a un vrai amour et que c'est vraiment une grande famille. Hein. De toute façon, si on n'aime pas les chevaux, il faut faire autre chose. Ouais. Voilà, ça sert à rien d'avoir autant de chevaux si c'est pour pas les aimer. Ouais. Allez, viens, on va monter. Allez. Bon, alors. Je monte celui-là? On va monter sur Jazz. Ok. 1, 2, 3. Hop là. Et voilà. Bon, j'ai rien à faire, je me tiens à sa crinière. Hein. Rien à faire, tu suis le mouvement bien à droite. Je ne pouvais pas trouver plus joli décor et plus jolie monture pour vous dire au revoir. C'est déjà la fin de ces échappées belles. Ce petit week-end dans le Perche était absolument charmant. Je suis conquise par ces paysages. Alors n'hésitez pas, comme moi, de temps en temps, à faire des petits pas de côté pour vous offrir un week-end bucolique. Et si vous avez envie de vous mettre au vert, c'est la destination idéale. En tout cas, si vous voulez revivre ces aventures, vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, faites de beaux voyages. À bientôt.